Saïgon tombe entre les mains des communistes du Nord le 30 avril 1975. « 30 ans de guerre et des millions de morts. « 30 ans d'hésitation et de rivalité chez les Occidentaux et leurs alliés du Sud. » 30 ans de détermination et d'efforts incessants pour le gouvernement d'Hanoï et tout le camp communiste. Tout commença en juin 40. Juin 40. Après une campagne éclair déclenchée le 10 mai, en un mois et demi, l'armée française est écrasée. Dans un pays que la France découvrit sous Louis XVI, grâce à Pignot de Béhaine qui désirait aider l'empereur Jialong, de l'autre côté du monde, des menaces surgissent. Pour obtenir des avantages militaires contre la Chine, le Japon débarque de vive force à Haiphong et attaque Langson. La France doit céder. Devant l'écrasement de la France par l'Allemagne et le Japon, les opposants au système colonial établi depuis 1864 pensent que le moment est venu de passer à l'action. L'amiral Decoux tient ferme la barre. La révolte est matée, la sécurité décapite les réseaux nationalistes. Cet échec renforce la position de Nguyen et Quoc qui y étaient hostiles. Il convoque à Tsin, une grotte du sud de la Chine, le 8e plénum du Parti communiste indochinois. Outre Nguyen et Quoc, militants connus en France et anciens secrétaires de Borodine, on trouve là un licencié en droit et docteur en économie politique, Vo Nguyen Giap, un cadet de l'école des cadres de Whampoa, Pham Van Dong. Suivant les directives du Comintern, les partis communistes doivent prendre la tête des mouvements nationalistes. Nguyen et Quoc prend le 8 septembre 1941 la direction du Front pour l'indépendance du Vietnam, en abrégé Viet Minh. Nguyen et Quoc, en juillet 42, prendra le nom d'Ho Chi Minh, celui qui éclaire. Ho Chi Minh, 3 syllabes brèves qui vont claquer à la tête de l'Indochine comme une rafale de Kalachnikov. Sous la pression, le Viet Minh fusionne le 10 octobre 42 avec le VNQDD et le Phu Quoc, non communiste, pour former le Dong Minoy. Ho Chi Minh en prend la tête, avec la bénédiction des Américains. Giap est chargé de la défense. Avec brutalité, mais aussi ténacité, il fabrique en haute tonkinoise ce qui sera la future armée populaire. Pour l'amiral Decoux, le péril, ce sont les Japonais. Le général de Gaulle excite les résistants gaullistes. Si nous prenons part à la lutte, fût-elle près de son terme, le sang français coulant en Indochine nous serait un titre imposant. Il va... Le 9 mars 45. Au même instant, dans toute l'Indochine, les garnisons sont attaquées. Les soldats abattus dans les rues par les... Le 10 au matin, l'Indochine se réveille stupéfaite. La France a été balayée dans la nuit. L'ambassadeur Matsumoto dira à tous ces... Rien ne s'était passé. Baodai félicite les Japonais et proclame l'indépendance. Pressenti comme Premier ministre, Ngo Dinh refuse. Échappé au massacre, 6000 hommes commandés par les généraux Sabatier et Alessandri font retraite, poursuivis par les Japonais. Depuis Calcutta, les Britanniques tenteront de les ravitailler. Appliquant les consignes de Washington, Wedermeyer ordonne pas d'armes ni munitions pour ces Français, quelle que soit leur situation. Claire Chennault passera outre et sera relevée des tigres volants.
Les Américains jouent le Viet Minh et lui parachutent armes et conseillers militaires. Le 16 août, le Japon capitule. À Hanoï, le 7, Giap et le Viet Minh apparaissent. Le 19, ils sont maîtres de Hanoï. Et le 25, Ho Chi Minh s'y montre. À Saïgon, le Viet Minh de Tran Van Diao apparaît le 21. Il est quasiment maître de la situation. Le Viet Minh est en place pour accueillir les Français du général de Gaulle. Le major américain Patty a retardé au 22 l'arrivée à Hanoï de Saint-Denis. Retenu par les Japonais, Sedi n'arrivera à Saïgon que le 24. Dans une atmosphère trouble, Sedi et Saint-Denis vont négocier pour éviter le pire. Bao Dai est maintenant conseiller du Viet Minh qui profite de la situation pour éliminer et assassiner tout ce qui n'est pas communiste. Ho Chi Minh envoie cette directive. Le Parti communiste prend à lui seul la direction du front. Le 12 septembre, le général britannique Gracie arrive à Saïgon avec la 20e division indienne et quelques éléments de l'infanterie coloniale français. Les accords de Potsdam ont prévu que les Chinois occuperont le nord de l'Indochine et les Britanniques le sud. Les Anglais réarment les Français pendant une journée pour libérer les otages du Viet Minh. Les petits blancs veulent stupidement prendre leur revanche. Le Viet Minh réagit. 300 Français sont enlevés, cités héros. 150 seront retrouvés morts, torturés dans des conditions tellement atroces que 34 d'entre eux ne pourront être identifiés. Leclerc débarque à Saïgon le 5 octobre avec les premières troupes françaises. Cette armée, qui a fait la campagne de France et d'Allemagne, découvre et ce pays étrange qu'elle croit, comme la France, venir délivrer. C'est la fin de la révolution en Cochinchine. En quelques semaines, les massues bousculent le Viet Minh. De la banlieue de Saïgon, les premiers civils fuient les combats. Les paysans du Vietnam viennent de s'élancer sur les routes. Ils ne savent pas que cette course finira dans ces mêmes faubourgs 30 ans plus tard. Leclerc a compris que cette guerre subversive n'est pas pour l'armée française. Saint-Denis, il pousse à traiter, même si l'on doit prononcer le mot indépendance. En France, on s'en tient à l'Union française. Même les communistes qui sont au gouvernement. Le 11e congrès s'en explique. Pour le Parti communiste français, la présence de la France libre, acceptée par des peuples libres, dans le cadre de l'Union française, inscrite à la Constitution, ne doit pas être mise en cause. Malgré l'hostilité de Thierry d'Argentlieu, nouveau haut-commissaire de France, malgré les Chinois, malgré les Américains, Saint-Denis signe les accords le 6 mars. Leclerc débarque à Haiphong sous le feu de l'artillerie chinoise. Et le 18 mars, il est à Hanoï. Il essaie d'accélérer le départ des Chinois et joue les accords. Sa garde est moitié française, moitié Viet Minh. Ho Chi Minh arrive à Paris, où il est reçu en chef d'État. On le traîne de festivité en festivité, mais les accords n'avancent pas. Et avant de signer le modus vivendi, il dira à Marius Moutet et Saint-Denis, ne me laissez pas repartir ainsi. Armez mon bras contre ceux qui veulent me dépasser. Vous n'aurez pas à le regretter. Ho Chi Minh en train. Aux arrêts, il sera appelé Viet Yan, traître, par les Vietnamiens. Lorsqu'il le 20 octobre, c'est Giap qui a en fait le pouvoir. Giap a liquidé l'opposition. 200 personnes massacrées ou emprisonnées. Tous les incidents avec les Français sont exploités malgré les tentatives d'apaisement de Saint-Denis. Giap veut la guerre et croit pouvoir liquider les Français. Le 19 décembre 1946, il attaque Hanoï. L'armée française, surprise, est débordée. 200 civils français sont enlevés. La présence française doit être balayée. Même l'armée, qui ne voulait pas être entraînée dans une guerre subversive, va faire face, comme le prévoit le règlement, sans hésitation, ni murmure. En 1947, avec le départ du gouvernement des ministres communistes, dont le ministre de la Défense, la guerre d'Indochine devient la sale guerre, et l'armée française des mercenaires. Si elle fait bien, c'est du paternalisme. Bao Dai, qui n'est pas à une pirouette près, accepte en mars 1949 de diriger le Vietnam au sein de l'Union française. Les politiciens français ont trouvé plus astucieux de traiter avec lui qu'avec le Viet Minh qui nous fait la guerre. Mal aimé, mal armé, trop peu nombreux, le corps expéditionnaire va continuer à se battre, pataugeant dans les deltas ou crapahutant dans les montagnes. Il va aussi attraper le mal jaune. Et puisque la métropole ne l'aime pas, il va aimer ce pays où il souffre et meurt. Cet amour, il le fera partager aux Vietnamiens, à tel point que le 30 avril 1975,
resteront seront français. Mais le Viet Minh, lui, ne fait pas l'amour, il fait la guerre. La défaite de Chiang Kai-shek, dont les soldats en 50, va renforcer le Viet Minh. En octobre, c'est le désastre de Cao Bang. 5000 hommes hors de combat. Un premier échange de prisonniers a lieu à Nanson. L'état des prisonniers français est tel que la presse s'indigne. Finalement, le Viet Minh ne rendra que avant que le Viet Minh n'entre à Hanoï, 900 000 Vietnamiens quittent le nord pour le sud. Leurs fils seront parmi les derniers à se battre le dimanche 27 avril 75. Le 9 octobre 54, les troupes Viet Minh entrent à Hanoï. Ngo Dinh Diem, appelé au gouvernement par Bao Dai le 16 juin 54, liquide les sectes caodaïstes, Binh Xuyen et Hua-Hao. Le 18 octobre 55, il dépose Bao Dai et proclame la République. Un régime militaire calqué sur celui du Nord. Diem acclamait bien haut qu'il ne voulait pas des élections prévues par Genève. Le Viet Minh les réclame. En fait, ils doivent faire face à des révoltes dans la province d'origine d'Ho Chi Minh. Les deux co-signataires des accords de Genève, la Grande-Bretagne et l'URSS, considéreront que le moment n'est pas favorable, mais Diem restera le seul responsable. Le FNL se forme au sud. Son action est subversive au début pour devenir militaire avec l'aide du Nord qui n'a pas abandonné l'idée de récupérer le grenier à riz que représente le Sud. De 57 à 63, 45 000 attentats, plus de 4 000 assassinés par le FNL. Le régime Diem devient policier. La concussion commence à s'installer, elle ira en s'amplifiant. Face aux manifestations des bonzes, Diem répond par la violence. Les Américains ont commencé à s'engager au Vietnam. Diem est renversé par un coup d'état militaire et assassiné le 2 novembre 63. Le 2 août 64, dans des conditions discutées, des vedettes nord-vietnamiennes attaquent dans le golfe du Tonkin 2 destroyers américains. Les États-Unis ripostent en bombardant la flotte d'Hanoï et entrent dans la guerre. À Taïgon, le 16 août, le général Khan, qui vient de s'emparer du pouvoir, doit faire face à de violentes manifestations pour finalement composer et accepter dans son triumvirat les généraux du précédent gouvernement, Kim et Min.
premier marine américain débarque à Da Nang. Une fantastique machine de guerre commence à se mettre en place. Elle va grossir à mesure que le Nord-Vietnam recevra de la Chine et surtout de l'URSS une aide. Le matériel le plus sophistiqué de la technologie américaine est expérimenté sur ce nouveau champ de bataille. Les troupes d'élite, la 101e division qui se battit à Bastogne, première division de cavalerie unique au monde, entièrement montée sur hélicoptère, sont engagées. Les effectifs du corps expéditionnaire américain vont bientôt dépasser le demi-million d'hommes. On bombarde le nord de nuit et de jour à partir des aérodromes géants de Da Nang, Saigon et Bien Hoa. Les satellites artificiels sont mis sur orbite pour diriger les coups que les avions de la 7e flotte portent à tous les objectifs militaires ou stratégiques du Nord. Pour couper le ravitaillement des troupes de Giap, on mine le port d'Haiphong où débarque le matériel soviétique. Sous cet orage de feu, les nordistes s'efforcent de tenir, se terrant comme des taupes, relevant sans cesse ce qui a été abattu. Les purs et les durs de Tsinsi, opération de bonne foi pour faire sangloter l'Occident. L'intervention suivie peu après de l'agression armée des Américains au sud constitue une atteinte des plus graves à la souveraineté de notre pays. Par des raids aériens contre la République démocratique du Vietnam, ils ont porté la guerre au Vietnam tout entier. Dans de pareilles conjonctures, résister les armes à la main à l'agression américaine pour le salut national est le devoir le plus sacré de tout Vietnamien patriote, de notre peuple tout entier. Le peuple du Vietnam est résolu à se battre. Les Américains se trompent en croyant qu'en bombardant le Nord, ils pourront... Jamais, jamais, ils gagneront cette guerre. Jamais, jamais, nous submettrons. Parce que notre guerre, c'est une guerre patriotique, c'est une guerre juste, et nous sommes décidés à lutter. Que 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage, nous gagnerons. De par sa nature, la guerre de libération nationale, qui dure même des dizaines d'années, notre peuple lutte pour sa liberté, sa vie, son honneur, et lutte pour la réunification de sa patrie. Il lutte pour une paix véritable sur la base d'une indépendance véritable. Il luttera donc jusqu'à la victoire, quel qu'en soit le prix. À Saigon, putsch en valse des généraux. La population se tient à l'écart de ces jeux stériles. Mais jamais elle n'appelle au secours les maquisards du front ou les grands frères du Nord.
les erreurs de tir, la guerre subversive. Oh, now, your daddy will be all right. You're going to join your daddy in a minute. Et My Lai, l'Amérique a mauvaise conscience. Les GI, Vietnam, ils n'ont pas le temps d'attraper le mal jaune. Ils n'aiment pas parce que c'est leur devoir. Ils ne sont pas passionnés par la guerre, ça c'est sûr. Ils ne sont pas passionnés par cette guerre. Ils restent ici, ils font leur devoir, ils sont très contents de partir. Pour eux, il faut venir 1 an. Et ils comptent chaque jour. Si vous demandez à un soldat américain combien de jours il reste, il connaît exactement. 83, 60, ça. Les Américains ne peuvent venir à bout des maquisards du front insaisissables que viennent appuyer puis encadrer les soldats du Nord. Leur courage fait gagner à Giap le temps que la guerre globale puisse faire son effet. Partout dans le monde, les manifestations spontanées s'élèvent contre la sale guerre, avec la bénédiction des différents partis communistes. Les Vietnamiens se tiennent à l'écart. Ils sont pourtant plusieurs milliers en France. Soutien au Pacifique américain. Soutien au Pacifique. Même le général de Gaulle entre dans la danse et prononce à Phnom Penh un discours qui fait grand bruit. Si longue et dure que doivent être encore l'épreuve, il est la France qu'elle n'aura pas de solution militaire. Dès lors, et à moins que le monde ne roule vers la catastrophe, seul un règlement politique peut rétablir la paix. Les Nord-Vietnamiens vont faire preuve d'un courage, d'une ténacité remarquable pour faire de Khe Sanh, tenu par les marines, un nouveau Dien Bien Phu. Échec. Échec encore plus grave. Saigon et les principales villes du sud sont attaquées en force par des unités du front infiltrées et des commandos nordistes. Le commandement communiste vient de commettre une erreur qui aurait pu lui être fatale. Erreur politique. La population, malgré tous les appels, ne se soulève pas. Et sûr de son succès, le front massacre systématiquement les opposants, comme à Hue, où plus de 800 sont retrouvés dans des fosses communes. Erreur militaire. Les Américains vont pouvoir cogner de toutes leurs forces, utiliser toute leur puissance de feu. Les cadres et les meilleures unités du front vont être écrasés. L'armée du Nord laisse faire. Pour elle, le front qui paye ses erreurs a cessé d'exister.
Alors que la victoire est en vue, que l'Amérique vient de remporter son plus grand succès militaire et politique, voilà qu'elle suspend sur le nord. Nixon, élu président, amorce la désescalade. La conférence de Paris s'ouvre en janvier 69. On n'arrive pas à s'entendre sur la forme de la table de conférence. À Panmunjom, c'était les chaises qui n'allaient pas et qu'il avait fallu scier. On continue à s'étripper et les civils courent toujours. La guerre globale prend de nouvelles formes. Avec l'opium recueilli, la Chine populaire fabrique de l'héroïne dont elle inonde à bas prix le marché du Sud-Vietnam. L'armée américaine se drogue, il est temps d'en finir. Beaucoup d'hésitations, Hanoï autorise la création du GRP. Le 8 juin 69, le premier contingent américain réembarque. Nixon et son ont voulu voir un acte de bonne volonté dans le retrait des unités nord-vietnamiennes, alors que dans son 9e rapport, la direction du Parti populaire révolutionnaire d'Hanoï avoir perdu la guerre. Ho Chi Minh, le vieux chef prestigieux, meurt ce même mois le 3 septembre. Il n'aura pas eu la joie de voir la victoire. Aux États-Unis, le moratoire vient battre les murs de la Maison-Blanche. Michael Beck, Colorado. Laverne Cossum, South Carolina. 29 dead in Larry Alaska. Craven. Jay Richard Page Diathon. Pedro de Herrera. Jerry Lee Potter. Eldon C. Van Beer. Dennis Cripps. Vous ne savez pas ce que vous faites en prenant le parti des communistes. Avec eux, vous aurez droit à la liberté des cimetières ou alors un beau jour, parce que vous aurez trop parlé, vous finirez en concentration. Les Américains, comme les Français, forment l'armée vietnamienne, à l'américaine. Et Thieu, depuis le 14 juin 65, peut être fier d'être le chef de l'armée la plus puissante du sud-est asiatique, mais aussi une des plus chères du monde. Elle fera ses preuves au cours de l'opération Lamson en 71 en attaquant et en détruisant des stocks considérables. Mais elle peut encore compter sur l'appui aérien et la logistique américaine. Qui, à la suite de cette opération, seront paralysés pendant 8 mois, ressortent les vieux mythes du vélo et du maquisard débrouillard et démuni. On amuse la galerie avec les fantoches réfugiés à Pékin, Sihanouk, le prince rose. Huit mois plus tard, alors qu'il ne reste plus que quelques Américains, les nordistes passent à l'offensive et attaquent Quang Tri et An Loc. Quang Tri tombe, mais An Loc résiste sous les ordres de Hung, qu'on avait pris pour un général d'opérette. Ce sera le Verdun des sudistes.
Les Américains réagissent et les B-52 prennent la route du Tonkin. Le Nord-Vietnam est écrasé sous le bombardement le plus précis de toute la guerre. Routes, voies ferrées, ponts et usines sont détruits. Hanoï suspend son offensive et les sudistes reprennent Quang Tri. À Paris, le duc Tho et Kissinger se rencontrent secrètement et en 1973, les accords de Paris sont enfin signés. « 188 signatures en 38 minutes. Prix Nobel de la paix pour Kissinger et le duc Tho, qui le refuse sans doute parce qu'il sait que la guerre va reprendre. Il n'y a pas que le qui s'oppose à une paix qui demande la reddition du Sud-Vietnam. Il y a 17 millions de Thieu, 17 millions de Thieu au Sud-Vietnam qui s'opposent à une paix qui demande la perte du Sud-Vietnam, la reddition du Sud-Vietnam. Je dis que je ne suis pas le seul obstacle. Il y a 17 obstacles au Sud-Vietnam qui demandent à ces gens-là de se taire. Sur le terrain, rien n'est changé. L'Amérique s'est seulement sortie du guêpier indochinois, mais elle est tenue d'intervenir en cas de rupture flagrante des accords par le Nord. Pour le Front National de Libération, que représentent ces accords? C'est un accord qui a une valeur législative très grande. Alors, lorsque le président Thieu déclare « Nous ne pourrons rester les bras croisés devant des violations incessantes », qu'est-ce que vous répondez? Monsieur Thieu nous a essayé et il verra les résultats. C'est-à-dire qu'ils recevront des réponses convenables de la part des forces révolutionnaires du Sud-Vietnam. Comme Niabé, par exemple. Comme Niabé, par exemple. Par exemple, comme Bien Hoa, comme à Niabé. Les communistes font un test. Le 19 décembre 1974, violant délibérément les accords de Paris,